Alors bonjour à tout le monde, donc bienvenue sur ce webinaire qui est destiné aux responsables pédagogiques des organismes de formation qui sont référencés par la région Occitanie. Donc la thématique, vous la voyez apparaître, c'est comment réussir sa transformation de formation à distance dans ce contexte inédit où vous avez été obligé en un temps record de vous adapter et de transformer vos parcours qui étaient prévus dans le cadre du programme régional de formation en présentiel, de les transformer à distance. Donc là, l'objectif, c'est de vous donner des conseils, des astuces, également des choses à ne pas faire, à éviter pour justement ne pas perdre les apprenants et réussir à assurer une continuité pédagogique efficace et toujours avoir un apprentissage de qualité à distance, même à distance. Voilà. Donc là, ce que je vous propose, on va procéder en 3 temps. On va d'abord se présenter, vous allez voir, on va animer cette session, cette conférence, on va l'animer à 3 voix. Donc je vais laisser les personnes se présenter tout à l'heure. Donc on va d'abord se présenter, on va dérouler la présentation. Et ce que je vous propose, c'est de tenir 20 minutes, un temps d'échange sur 20 minutes. Vous allez avoir la possibilité de poser vos questions sur le chat. On va vous demander de poser les questions sur le chat. Et on va recueillir l'ensemble de ces questions à la fin et on va pouvoir y répondre. Donc, vous dire dans la présentation, donc nous sommes avec Stéphane Roux, nous faisons partie de la région Occitanie, la direction emploi formation, au service qualification professionnelle. C'est le service qui programme, qui est en charge la programmation des formations qualifiantes sur la région Occitanie. Et pour ma part, donc, j'anime une petite équipe autour de l'ingénierie et de l'innovation pédagogique. Voilà, je vais laisser Stéphane se présenter, mais avant tout, je remercie Pascal Vanon qui est parmi nous. Bonjour. Je ne vois pas, mais Bonjour à tous. oui, Je suis là, Nicolas, je voilà. suis là. Voilà, et qui a eu la gentillesse de nous accompagner sur ces 2 webinaires pour effectivement apporter son expertise et son expérience terrain en matière d'apprentissage à distance. Donc, je vais laisser la parole peut-être à Stéphane et ensuite, Pascal, tu pourras intervenir et te présenter. Oui, alors bonjour à tous. Donc voilà, Stéphane Droub. Fatima vous a expliqué que je travaillais donc à la région dans la même unité avec elle. Moi, plus spécifiquement, ça fait une quinzaine d'années que je suis dans la formation à distance et que je suis des formateurs, voilà, tous les jours au long de leur cours. Donc moi, je m'occupe plus spécifiquement un petit peu de la technique. Et ensuite, vous l'avez compris, de la formation des formateurs et la formation un petit peu de toutes les personnes qui gravitent autour du réseau de formation à distance. Voilà, je vais laisser la parole. Alors, j'ai oublié de préciser, nous comptons enregistrer ce webinaire. S'il y a des personnes que ça gêne, merci de vous manifester sur le chat. Voilà, je laisse la parole à Pascal. Hein. Eh bien, bonjour à tout le monde. Donc Pascal Vano, je suis formateur donc depuis 18 ans et à l'AFPA depuis maintenant presque 17 ans. Donc bon, j'espère que j'ai pas encore l'air trop décrépit pour un formateur 17 ans à l'AFPA. Et si c'est le cas, c'est parce que je suis arrivé quand même assez jeune à l'AFPA, mais aussi parce que la région a eu la gentillesse de me donner des challenges et notamment ça fait 7 ans que je travaille sur les formations à distance en collaboration avec la région. D'abord sur les métiers du commerce et puis ensuite sur des formations de formateurs, puisque ça fait maintenant 5 ans que je forme soit des futurs formateurs qui sont demandeurs d'emploi et qui souhaitent se reconvertir, soit des consultants qui ont des projets de mettre à distance leur formation, donc c'est peut-être votre cas autour de la table. Et dernier public que je forme, ce sont des collègues formateurs, hein, donc des formateurs de formateurs comme moi, mais qui avaient besoin de se mettre à niveau sur le digital. Et donc dans ce cadre, j'ai été amené à créer des modules totalement à distance, des modules de 2 jours, pour les accompagner sur la scénarisation, ce qu'on va voir aujourd'hui. Voilà. Donc c'est un vrai plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui et de vous faire part de moi cette montée en compétences que j'ai pu avoir, notamment grâce à la région. Merci Pascal, pardon, et Stéphane. Donc, on va commencer la présentation.
Donc, je vous le rappelle, n'hésitez pas à poser vos interrogations sur le chat, on va les recueillir et faire en sorte d'y répondre à la fin du webinaire. Alors, quelques mots de contexte. L'objectif, vous le connaissez le contexte, mais on vous rappelait un peu le contexte et dans lequel effectivement. Alors peut-être revenir sur l'ordre du jour, Stéphane, excuse-moi. Peut-être donner. Voilà. Ensuite, on va vous communiquer un certain nombre de conseils et astuces pour réussir sa formation à distance. On a voulu également vous formaliser des étapes un petit peu clés à ne pas rater pour réussir la FAD. Et on a souhaité, puisque c'est un élément important, je vais vous le dire, dans le cadre de la transformation FAD, dans le cadre du PRF, donc du programme régional de formation, on vous l'a dit, la région vous l'a communiqué, la classe virtuelle est importante. On considère qu'il faut que vous en réalisiez régulièrement, quotidiennement, dans la mesure du possible. Donc, on vous fait un petit focus justement sur la classe virtuelle et sur les bonnes pratiques de la classe virtuelle. Et comme je vous le disais tout à l'heure, nous aurons un temps d'échange. Donc, sur le contexte, excusez-moi, mon téléphone, je le coupe. Voilà. Sur le contexte, vous le connaissez tous, hein, donc une crise sanitaire qui a amené l'interruption brutale de l'ensemble des formations qui étaient prévues en présentiel, dans le cadre en tout cas du programme régional de formation et même beaucoup plus largement. La région très vite s'est positionnée bien avant le confinement pour dire qu'il va falloir qu'on encourage les organismes de formation à transformer, quand c'était possible, leur offre présentielle en formation à distance et dans la mesure du possible, les accompagner pour cela. Il y avait deux enjeux dans cette proposition. Le premier enjeu, alors je ne sais pas si vous m'entendez, dites-moi si jamais ça coupe. Stéphane, tu dis si ça coupe parce que j'entends des petits bouts. Oui, on t'entend, tout va bien. Donc, il y avait deux enjeux pour la région. La première, c'est effectivement de continuer les formations, d'assurer une continuité pédagogique pour les stagiaires. Et le deuxième enjeu, c'était aussi pour les opérateurs, pour vous, pour les organismes de formation, de ne pas stopper votre activité. Il y avait un vrai enjeu également donc, économique et organisationnel pour les opérateurs. Donc, pour vous, ça a donné effectivement une réorganisation en urgence. Et affronter plusieurs défis en même temps, réinventer de nouvelles manières de dispenser la formation, s'adapter aux outils numériques très vite. Pour ceux qui n'avaient pas l'habitude, ça a été ce défi-là qu'il a fallu relever, ajuster l'organisation des parcours de formation et bien sûr, le vrai défi, c'est toujours maintenir le lien, la dynamique d'apprentissage à distance. Donc effectivement, ces défis-là, vous n'avez pas eu le temps d'organisation. Donc là, on est dans un contexte qui est extrêmement particulier parce que normalement, Pascal ne dira pas le contraire. Normalement, une formation à distance, ça se construit, ça se scénarise, ça se prépare. Donc, il faut du temps pour ça. Et là, le temps, vous ne l'avez pas eu. Donc, effectivement, ce critère-là, on l'a intégré. Et l'idée, par contre, c'est d'éviter les pièges. Là, aujourd'hui, notre webinaire, c'est justement vous donner des clés pour dire attention, certains formateurs se précipitent à faire ça, ça, ça. Et c'est surtout pas ce qu'il faut faire. Voilà. On peut passer au slide suivant. Donc, moi, je vais intervenir sur quelques conseils et astuces et je donnerai ensuite la parole à Stéphane et Pascal viendra également alimenter de son expérience et de son expertise la présentation. Donc d'abord, effectivement, vous avez un travail d'état des lieux à réaliser auprès de vos stagiaires. D'état des lieux. Et il ne faut pas passer outre cette étape parce qu'on ne peut pas mettre en œuvre la formation à distance avec des outils, des créneaux, un planning sans avoir fait le tour des stagiaires pour connaître leurs conditions matérielles et organisationnelles. Donc, faire le tour des stagiaires sur le plan matériel, connaître effectivement leur équipement informatique. On sait qu'en ce moment, les ménages, il y a une tension sur les équipements informatiques des ménages en France, notamment parce que les enfants sont scolarisés à la maison, donc ont besoin des équipements informatiques. Donc, on sait qu'il y a une vraie problématique autour de ça. Une connexion Internet, puisqu'il y a encore des gens qui n'ont pas de connexion Internet. Faire le tour également sur un petit peu sur le plan organisationnel. Sur le plan organisationnel, savoir si les stagiaires ont des contraintes familiales, des enfants qui sont scolarisés, donc avec notamment derrière des contraintes
de disponibilité, des problématiques de disponibilité pour assister notamment aux classes virtuelles, au temps synchrone que vous allez mettre en place. Donc, forcément, votre planning. Alors, ce qu'on appelle les temps synchrones, c'est ce qu'on vit là, c'est-à-dire c'est le moment où vous allez être en direct avec vos stagiaires. Donc, pour construire ces plannings-là, vous êtes obligé de voir les contraintes organisationnelles de vos stagiaires. Et également voir s'ils ont une possibilité un petit peu de s'isoler ou voilà, de pouvoir être en capacité de travailler. Également voir vos stagiaires aussi, dans quel état ils sont, entre guillemets, psychologiquement, aussi leur capacité à être autonome, à réaliser des exercices, à réaliser des travaux en autonomie. Leur motivation, c'est un élément important, parce que grâce à ça, on peut faire beaucoup de choses. Et enfin, leur capacité, effectivement, à communiquer à distance. Parce qu'à distance, c'est encore plus difficile d'aller chercher des stagiaires qui seraient timides. Donc, vraiment faire cet état des lieux avant de construire votre parcours et votre planning. Pascal, je te laisse compléter. Oui, je vais juste ajouter que alors déjà en temps normal, c'est vrai que la formation à domicile, c'est des contraintes, c'est-à-dire qu'il faut avoir un petit peu un endroit où se mettre en dehors de la famille. Mais là, avec la période de confinement, c'est encore plus important. Et il faut préparer les repas, et il faut s'occuper des enfants, faire l'école à la maison. Donc moi qui ai des stagiaires en ce moment, donc des futurs formateurs en formation, sur le début du Covid, j'ai été amené à alléger mes contenus de formation pour les recentrer sur vraiment ce qui était essentiel, et j'estime à peu près à un tiers des attendus en fait que j'avais prévu de faire, que j'ai mis de côté et que j'ai différé, ou que j'ai proposé uniquement à ceux qui avaient le temps, parce que certains sont célibataires, ont tout le temps qu'ils veulent, mais d'autres c'est pas possible. Donc vraiment d'en tenir compte pour peut-être recentrer les apprentissages sur ce qui est essentiel, et de se dire que ce qu'on aurait fait habituellement, on le fera pas, quoi, hein. Il faut voilà, surtout dans les premiers temps. Donc là, l'objectif, c'est effectivement de définir des priorités pour vous. Donc la première priorité, c'est effectivement, comme je vous le disais, de définir et de clarifier, de simplifier un découpage pédagogique de la formation. Et que ce soit clair pour les stagiaires, en fait, ce qu'ils ont à réaliser dans les 3 prochaines semaines. Et ce découpage-là, vous allez le faire avec les contraintes qu'on vient de citer. Ensuite, alors ça, c'est un point extrêmement important, c'est la sélection pour vous de la ressource pédagogique que vous allez envoyer. La ressource pédagogique, finalement, en formation à distance, elle est centrale, puisque vous n'êtes pas là physiquement pour en tout cas l'expliquer, ou expliquer de manière exhaustive les ressources pédagogiques comme vous pourrez le faire en présentiel. Donc, ce qui va être important, vous, en tant que formateur à distance, c'est de bien sélectionner les ressources les plus pertinentes. Et on le verra après, on va y revenir beaucoup. Il faut éviter ce que font beaucoup de formateurs. Il faut éviter l'écueil d'envoyer, de transmettre beaucoup de ressources pédagogiques en vrac aux apprenants. Pour se rassurer, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir alimenter les apprenants avec tout un tas de liens, parce qu'il existe beaucoup de choses maintenant, tout un tas de liens, tout un tas de ressources. Au contraire, ça, c'est quelque chose à éviter parce que le stagiaire ne sait pas quelle est la ressource. Déjà, il va se sentir débordé, perdu, et en plus, il ne sait pas quelle ressource privilégier. Donc, le formateur, il a un vrai rôle de sélection de la ressource la plus pertinente. C'est vous qui avez l'expertise et qui pouvez dire ça, c'est important, vous devez l'acquérir. Et si vous voulez aller plus loin, vous avez 2 liens supplémentaires, mais ils ne sont pas obligatoires. C'est important que le stagiaire déjà soit en capacité de faire ce que vous lui demandez, donc d'éviter le catalogue des ressources, donc, parce qu'il peut se sentir noyé et lâcher complètement l'affaire. Donc l'idée, c'est vraiment de lui dire, de lui communiquer les ressources qui sont les plus pertinentes pour acquérir l'apprentissage attendu. Donc le formateur à distance, il y a un vrai travail de sélection de ressources. Et enfin, vous allez le voir, alors c'est quelque chose qui nous tient à cœur parce qu'on sait que c'est gage de réussite. La priorité, c'est de garder le lien avec vos apprenants. Garder le lien sous toutes les formes. Vous allez voir, tous les outils sont possibles. Attention à ça aussi, il ne faut pas démultiplier les outils aussi, mais en tout cas, non, mais ça peut être du téléphone aussi. Voilà. L'important pour assurer l'apprentissage, c'est de soutenir les stagiaires et de garder le lien avec eux. Et qu'ils sachent effectivement que vous êtes là quand ils sont coincés, que vous pouvez répondre à leurs questions, mais c'est l'accompagnement.
Ouais, donc peut-être ajouter simplement une petite chose sur le côté création de ressources. C'est vrai que, alors déjà une chose, c'est que moi j'ai pas fait de formation à distance tant que j'avais pas eu de commande. Donc c'est marrant de voir il faut avoir la commande et il faut y être pour pouvoir s'y mettre. Et du coup vous allez être obligé de vous centrer sur les priorités. Et les priorités, c'est surtout pas de construire des ressources aujourd'hui. Parce que une ressource multimédia bien faite, ça demande de découvrir un outil, de prendre en main un outil. Et pour faire une capsule d'apprentissage de 3 minutes, il faut entre une journée et une semaine, quoi. Donc voilà, c'est entre 5 000 et 10 000 euros. Donc c'est hors de question aujourd'hui. Donc ne pas hésiter à aller chercher l'existant et à aller utiliser ce qui existe déjà sur Internet, tout simplement, mais d'avoir ce travail de sélection. Voilà ce que disait Pascal. Du coup, c'est une belle transition. C'est effectivement, à ce stade, vous n'avez pas le temps, ni l'énergie, ni, et puis je pense aussi, parce que c'est coûteux, ne vous engagez pas dans une refonte en profondeur de votre ingénierie de formation et surtout dans la création de ressources multimédia trop complexes. Rassurez-vous, faire de la FAD ne veut pas dire des serious gains tous les jours à proposer aux stagiaires. Vous pouvez envoyer des ressources pédagogiques, utiliser des outils de classe virtuelle qui vous permettent d'assurer les cours à distance sans rentrer dans de la création de ressources complexes qui vous prendrait du temps. Et ce temps-là, vous avez besoin pour accompagner vos stagiaires. Troisième point, je l'ai dit, hein, c'est pour ça, éviter également ça rejoint l'histoire des ressources pédagogiques, éviter d'envoyer énormément de ressources pour vous rassurer, ça rassure le formateur finalement, au risque de perdre vos stagiaires. Donc, sélectionnez des ressources les plus pertinentes. Pour ceux qui sont en avance, leur donner 2-3 activités pour aller plus loin, ça c'est intéressant. Mais on a vu beaucoup de formateurs, là, on a eu pas mal de remontées d'expériences de formateurs qui envoyaient des catalogues de ressources et les stagiaires n'ont ni la capacité de savoir laquelle est la plus importante, ni la capacité de suivre l'ensemble de ces ressources. Donc forcément, ça démobilise le stagiaire parce qu'il se dit, bon, j'ai décroché, j'y arrive pas, je décroche. Voilà. Ouais, peut-être rajouter là-dessus par rapport à mon expérience personnelle, mais même voilà, se dire que si j'envoie un PDF, un document à lire, il faudrait que je me dise, moi mon temps de lecture il est à peu près de tant de minutes, donc le stagiaire ce sera minimum x2. Voilà, donc si c'est une vidéo que j'envoie, il faudra le temps de la vidéo multiplié par 3 minimum pour l'apprenant, pour l'exploiter, pour pouvoir qu'il prenne des notes, qu'il s'arrête quand il a envie de s'arrêter. Voilà, mais ne pas dire, voilà, j'ai une vidéo de 3 minutes, il va lui falloir 3 minutes pour la regarder, ça c'est pas vrai. Donc je laisse la parole à Stéphane pour la suite. Oui, ben, je vais prendre le relais. Donc, ben, on a bien compris, hein, Fatima et Pascal ont bien posé hein, le contexte et les bases. Là, on n'est pas là aujourd'hui pour vous présenter comment faire une formation à distance quand on a le temps de la prévoir, euh, de la structurer, de faire une scénarisation complète. Voilà, c'est une situation inédite. Donc là, on a choisi, nous, de vous présenter voilà, les étapes, hein, et vous l'avez bien compris, d'aller à l'essentiel hein, et au plus important et à ce qui va vous prendre le moins de temps pour pouvoir réussir une formation à distance correcte. Donc, nous, on a découpé ça en 5 étapes. Donc, je vais vous parler de la première étape. Je change de slide. Voilà, donc on l'a déjà un petit peu dit. Alors, il y a des choses qui vont être un peu redondantes, mais ça permet d'appuyer dessus et puis de le voir d'un œil un petit peu différent et un petit peu nouveau à chaque fois. Donc, ben, Fatima l'a dit, hein, il y a un état des lieux qui est très important à faire avec chacun des apprenants sur 3 grands points. Hein, l'aptitude technique des futurs apprenants, enfin des apprenants, leur habileté à utiliser un ordinateur. Est-ce qu'ils sont bien équipés? Donc, l'équipement, ben, ça va de l'ordinateur ou une tablette et une connexion Internet. Et ensuite, leur disponibilité, hein, puisque dans le cadre actuel, voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont à la maison en famille, qui n'ont pas forcément 5 ou 6 pièces et une pièce tous isolée. Donc, tout ça, c'est très important parce que ça va pouvoir vous permettre de régler le curseur un petit peu aussi de votre future formation et surtout de repérer ceux qui seront le plus en difficulté et ceux qu'il faut surtout donc pas laisser sur le côté de la route et sur le bord de la route
et arriver donc à ce que ces personnes-là aussi puissent participer à cette formation. Donc tout ça, ça se prévoit en premier, c'est faire un état des lieux vraiment assez approfondi, individuellement avec chaque apprenant. Alors une fois qu'on a fait cette... Ah pardon, excuse-moi. Non, mais il n'y a pas de Excuse-moi, souci. Pascal, je vais trop vite. T'étais parti, c'était. Il n'y a aucun souci. Alors, je vois qu'Eliane avait posé une question d'ailleurs à propos du matériel. On va y revenir après sur quel type de ressources on peut utiliser. Moi, simplement, je voudrais rajouter sur ce que vient de dire Stéphane concernant le technique. Effectivement, de plutôt commencer donc l'accompagnement technique et le diagnostic de l'individuel vers le collectif. Donc, le moment de ce bilan qui peut se faire individuellement avec chaque stagiaire, c'est aussi le moment de tester les choses avec lui avant de passer à du collectif. Donc, et puis ça permet aussi de se dire bon, bah, qu'est-ce que je vais faire ou qu'est-ce que je vais pas faire. Si je vois que la classe virtuelle, je peux la mettre en place, mais ça demande du temps de mise en place. Peut-être pas que je la mette tout de suite en place en premier. Je vais la mettre dans les jours suivants. Et si je vois que mes stagiaires, certains le suivent les classes virtuelles aussi sur portable, sur smartphone, donc me dire, ben voilà, je vais introduire l'utilisation de la classe virtuelle via le smartphone. Voilà. Donc vraiment d'avoir ce travail plutôt de l'individuel vers le collectif et de ne pas se dire, bon, je vais utiliser la classe virtuelle, je démarre la classe virtuelle le premier jour avec tout le monde en avant. Parce que là, ça risque d'être compliqué. Merci Pascal. Donc, on va continuer avec donc l'étape 2. Hein. Une fois qu'on a fait cet état des lieux, il va falloir sélectionner les outils que vous allez utiliser tout au long de votre formation pour pouvoir diffuser votre formation. Donc, Fatima l'a déjà un petit peu rappelé et faut insister dessus. Voilà, il faut éviter à tout prix la multiplication des outils. Alors, c'est valable pour les outils, c'est valable pour les ressources aussi. En ce qui concerne les outils, si vous utilisez trop d'outils différents, techniques, ça va demander à vos stagiaires de s'adapter à tous ces outils techniques, sachant que peut-être c'est un petit peu compliqué pour eux, peut-être que leur ordinateur, il rame un peu et que c'est pas forcément évident et que il va falloir qu'ils jonglent entre un outil pour faire ça, un autre outil pour faire ça, mais en même temps que je fais ça avec cet outil, j'aurais besoin d'un autre outil pour faire ça. Donc là, vous risquez de noyer et vous risquez de surtout faire peur à vos stagiaires. D'accord. Donc, la multiplication des outils, c'est vraiment à proscrire. Il faut prendre le temps de bien choisir ces outils, d'en choisir le moins possible et de choisir des outils avec lesquels on peut faire beaucoup de choses sans avoir à utiliser 3 outils. D'accord. Donc, ça, c'est vraiment très important. C'est éviter la multiplication des outils. Ensuite, si vous avez des ressources à transmettre à vos stagiaires, il va falloir trouver un endroit. Alors, ça peut être dans le cloud, ça peut être un Google Drive, ça peut être une Dropbox, ça peut être une plateforme, on en parlera juste après, ça peut être plein de choses différentes. Quoi qu'il en soit, là, comme pour les outils, essayez d'en choisir une et de tout mettre au même endroit. Vos stagiaires, au fur et à mesure, ils vont prendre l'habitude. Ils vont prendre l'habitude d'aller à tel endroit pour aller chercher les ressources. Et donc, au bout d'un moment, ils vont devenir très autonomes là-dessus et vont pouvoir se débrouiller tout seuls. Et ils n'auront pas à chercher à 5 ou 6 endroits différents. On le voit aujourd'hui avec les enfants qui sont à l'école et les enseignants qui essayent de mettre tant bien que mal des ressources pour de mettre en place une formation à distance. Et voilà, il y a un Padlet, donc on met sur un Padlet, après on met sur un Dropbox, après on envoie par mail, après on met sur un autre endroit. Voilà, c'est un petit peu compliqué de suivre. D'accord. Donc voilà. Éviter la multiplication des outils et privilégier un seul endroit de stockage des ressources pour vos stagiaires. Ça permettra qu'ils prennent des habitudes. Sachez que la région, elle offre sur demande un accès gratuit. Hein. Nous, on a une plateforme depuis de nombreuses années. C'est une plateforme qui est basée sous Moodle. Donc, Moodle, c'est un LMS, c'est un Learning Management System. Et donc, on l'utilise depuis plusieurs années. Tous les organismes de formation du PRF qui ont répondu à la formation à distance ont accès à cette plateforme et peuvent l'utiliser. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous voulez en savoir plus ou si vous voulez en bénéficier, voilà, vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Hein, je vous ai marqué l'adresse, hein, stéphanepoiroux@laregion.fr. Donc, après cette présentation, si vous voulez rentrer en contact avec moi, il n'y a aucun souci pour que je vous explique un peu plus ce dont il est question.
Donc pour prendre la suite sur ce que tu viens de dire, Stéphane, effectivement, moi je voulais témoigner de mon expérience quand je me rappelle mes débuts de formateur à distance. Je suis quelqu'un qui est plutôt technophile et j'ai eu à me modérer au maximum avec mes apprenants sur les outils et sur voilà, parce que je me disais tiens, ça ce serait bien parce que je pourrais faire ça avec ça je pourrais bien faire. Ben non, ça fonctionne pas. On perd facilement les stagiaires avec ça. Donc vraiment se dire un outil à la fois, je forme un outil, je l'utilise, une fois que les apprenants l'ont acquis, je passe au suivant, et de préférence du plus simple au plus complexe. Donc si on peut, on commence d'abord par un chat qui est facile à utiliser, et puis après on va aller vers un outil plus compliqué. Voilà, donc vraiment, ça c'est important, de former les formateurs à l'utilisation de cet outil, enfin les stagiaires, mais surtout les formateurs. Parce que c'est vrai que un formateur à l'aise avec l'outil rendra les stagiaires plus sereins que s'ils découvrent l'outil avec avec les stagiaires. Ça c'est important. Je vois que quelqu'un nous parle de Open Classroom, de Google Classroom. Donc effectivement, s'il utilise Google Classroom, autant utiliser un outil qui est déjà pris en main, et pas aller en chercher un autre et d'utiliser celui-ci. Alors, pour répondre à la question, Google Classroom, la classe virtuelle qui va avec, c'est les Hangouts qui peuvent être couplés avec Open Classroom. Non, avec Google Classroom. Voilà, donc tant qu'à faire, utiliser le même environnement. C'est l'idéal. L'idée d'avoir donc un Padlet, si on n'a pas de LMS, c'est une très bonne idée. Ça reprend l'idée de ce que disait Stéphane, d'avoir moi j'appelle ça une gare centrale, un endroit où on est sûr de pouvoir retrouver les éléments. Donc d'avoir une gare centrale comme ça, où le stagiaire il sait que s'il est perdu, il va voir la gare centrale. Voilà. Ça peut être un document sur lequel il y a ce qu'il a à faire aujourd'hui et ce qu'il peut retrouver. L'apprenant peut aussi avoir envie de retrouver un truc qu'il a fait la veille, il y a 2 jours, il y a une semaine. Donc, où est-ce que c'est ? Sur les moyens de communication, ça c'est important. Le principal risque quand on commence la distance, c'est le burn-out du formateur. Parce que le burn-out de la communication. Parce que entre l'apprenant qui va lui envoyer un SMS, qui va lui envoyer un mail, qui va lui poster une réponse dans un forum, qui va lui envoyer une notification sur Skype, si le stagiaire il n'a pas de réponse, il va utiliser tous les outils et le formateur il va plus savoir où est-ce qu'il faut qu'il aille. Donc mettre en place une charte d'usage de quel outil de communication pour faire quoi, ça facilite vraiment les choses pour l'apprenant et pour le formateur. Donc poser des règles d'usage de tel ou tel outil. Le Skype, c'est pour discuter, c'est le convivial. Les dépôts de production, les dépôts de devoirs, ils se font sur tel ou tel outil. Voilà. Le SMS, il est utilisable en cas d'urgence pour telle et telle raison. Ça, c'est une bonne pratique. Voilà pour ce que je voulais ajouter. Merci Pascal. Donc après avoir fait un état des lieux et puis chercher des outils, sélectionner des outils, il va être temps donc de former vos stagiaires à vos outils. Pascal l'a dit, je l'ai dit aussi un petit peu en démarrage, ça va se faire surtout côté individuel, hein, avec les outils, la formation des stagiaires. Il vaut mieux commencer par tester avec eux individuellement. Donc il va falloir à un moment donné dans votre planning de formation, hein, on va voir que c'est important d'avoir un planning aussi par la suite. Voilà, il faudra être capable de dédier une partie du cours à l'utilisation de ces outils et à comment je les utilise et à leurs fonctionnalités. Former les stagiaires à ces outils dans un environnement, on va dire, sécurisé, c'est-à-dire on n'a pas du cours à faire. Aujourd'hui, on s'occupe des outils et si ça ne marche pas, on va essayer de résoudre la situation ou de trouver des plans B. D'accord ? Mais ça permet surtout de dédramatiser l'utilisation. Imaginez, vous prévoyez votre premier cours demain et vous allez utiliser 2 outils, un outil de classe virtuelle que personne ne connaît et un autre pour aller chercher des ressources. Si vous lancez vos stagiaires sur une heure de cours directement sur des outils qu'ils n'ont jamais utilisés et qu'en plus ils ont du cours à faire, donc ils savent qu'ils ont une production à faire et qui peuvent éventuellement être, notés, entre guillemets, évalués dessus, vous mettez une dose de stress qui va être assez difficile à supporter pour le stagiaire. Et il se dit, oulala, si toute la formation c'est ça, moi ça va pas le faire. Donc effectivement, prendre un temps
qui soient bien identifiés pour former les stagiaires aux outils. Ça va leur permettre de dramatiser la situation et de dire bon, si ça ne marche pas, on a le temps d'essayer de trouver pourquoi ça ne fonctionne pas. Et du coup, en formant vos stagiaires à vos outils et à leur prise en main, il va devenir à l'aise. Et un stagiaire qui est à l'aise avec des outils, il rentre plus facilement en formation, il sera beaucoup moins stressé et surtout, il sera beaucoup plus impliqué dans la formation. Donc voilà, donc ça c'est une étape qui est c'est un préalable qui est obligatoire quand vous allez utiliser des outils, voilà, de prévoir un temps de formation pour vos stagiaires. Ouais, juste de rajouter que c'est vraiment une source de démotivation et d'abandon, quoi. Donc c'est vrai que le formateur, il est là avant tout pour rassurer. Donc s'il est à l'aise avec les outils, c'est mieux. Et oui, c'est vrai qu'il faut y aller doucement, quoi. Donc là, c'est important de ne pas rater cette étape-là. On va passer à la diapositive suivante. Et donc, notre étape 4 qui va être, voilà, maintenant que vous avez identifié les gens, vous avez sélectionné les outils, ils sont formés, il va maintenant falloir être temps de structurer vos contenus pédagogiques. Là, j'ai envie de résumer ça en un mot, c'est scénariser. C'est la scénarisation. D'accord, découper vos interventions de façon claire, précise et surtout, expliquez à vos stagiaires comment vous avez découpé votre formation et ce qu'ils vont avoir à faire. Pascal a parlé tout à l'heure de mettre en place une charte. Effectivement, c'est une très bonne idée de donner des consignes au jour le jour, très claires, très précises, concises, bien évidemment si c'est possible, afin que vos stagiaires ils sachent ce qu'ils vont avoir à faire cette journée. Moi, j'ai un tutorat, par exemple, qui est prévu cet après-midi. Eh bien, je sais, j'ai un déroulé qui est écrit. Alors, ça peut être écrit, ça peut être donné, vous l'avez donné de façon orale, mais en plus, voilà, il faudra l'avoir donné aussi de façon écrite pour que vos stagiaires se disent, voilà, mon tutorat, il commence à 14 heures. À 14 heures, je fais ça. Une fois que j'ai fait ça, je le renvoie au formateur. Une fois que je l'ai renvoyé au formateur, j'ai ça à faire. Ils ont un déroulé de formation précis à suivre pour chaque demi-journée. Alors, c'est très, très important parce que si vous n'êtes pas assez précis, si vous mettez une liste de liens qui n'ont a priori aucun sens, les stagiaires, ils ne vont pas savoir quoi faire de chaque chose. Vous leur donnez, je sais pas moi, un lien vers une vidéo, ils se disent, je fais quoi? Ok, je regarde la vidéo, mais après, qu'est-ce que j'ai à faire? Est-ce que j'ai un feedback à faire à mon formateur sur la vidéo? Est-ce que si j'ai des questions à lui poser, comment ça fonctionne? Est-ce que lui, après, il va m'interroger sur ce que j'ai vu? Voilà, donc il faut bien leur expliquer. Et surtout, c'est extrêmement important pour vous parce que ça va vous faire gagner un temps monstre. Si à chaque fois que quelqu'un finit quelque chose, un de vos apprenants finit quelque chose, revient vers vous et vous dit « Et maintenant, je fais quoi ?» et que vous avez une quinzaine de personnes, une quinzaine de personnes, vous allez entendre cette question 10, 15 fois dans la journée et elle va se répéter tout au long de la journée. Donc, découpez précisément vos interventions et expliquez à vos stagiaires ce qu'ils vont avoir à faire. Ça va vous permettre d'économiser beaucoup de temps. Alors, un corollaire à ça, c'est qu'il va falloir définir un planning. Aux stagiaires, il va falloir qu'ils sachent quel jour je dois être, je sais pas moi, en cours synchrone, en tutorat. À quel moment est-ce que c'est plutôt de l'auto-formation, donc c'est du travail personnel que je vais avoir à faire, qui est asynchrone. Voilà, il va falloir définir un planning. Le stagiaire, lui, ça va lui permettre d'avoir une visibilité sur son planning, sur les jours à venir. Il va pouvoir s'organiser. On a bien compris que en ce temps de crise sanitaire, il faut s'organiser à la maison aussi. Il faut s'organiser avec les enfants. Il faut s'organiser avec le rythme de la maison, faire à manger, toutes ces choses-là, s'occuper des enfants. Donc voilà. Donc avoir un planning, ça va permettre au stagiaire d'organiser sa journée. Et si ça lui permet d'organiser sa journée, il est moins stressé. Il n'y a pas d'impondérables ou d'événements impromptus qui vont arriver alors qu'il ne s'y attendait pas, pardon. Et donc, lui, il va pouvoir très, très bien gérer son emploi du temps. Donc, voilà, découpez bien vos interventions et définir un planning, c'est vraiment deux choses très, très importantes. Ensuite, quand vous allez découper vos interventions, il faudra prévoir déjà les ressources que vous allez utiliser pour telle chose. Si vous avez un objectif pédagogique qui est petit a, il faudra mettre en face là ou les ressources qui iront bien avec cet objectif. Voilà, d'accord. Ensuite, en termes de gain de temps, on l'a dit, privilégier des ressources existantes. C'est pas le moment de se mettre à construire des capsules vidéo, sauf si vous êtes super à l'aise avec les outils et que vraiment, voilà, mais ça va quand même vous prendre beaucoup de temps. Donc, à éviter, privilégier des ressources existantes. On l'a déjà dit,
hein. Éviter la collection de ressources qui n'a aucun sens. Et le stagiaire, il va se sentir stressé, il va se dire oh là là, mais on a 3 heures de tutorat cet après-midi et j'ai une liste longue comme le bras de ressources, je vais jamais y arriver. Et ensuite, voilà, ne noyez pas vos stagiaires sous les mails. Soyez précis et concis. Hein. Les abreuvez pas de mails tout au long de la journée. Ça ne sert à rien. Et là aussi, ça va desservir la formation. Donc oui, je reprends je finis avec le mail. Donc le mail, ça devrait être utilisé déjà pour une communication à une seule personne et pas pour diffuser à tous. Il vaut mieux, si on a une information à diffuser à tous, le mettre sur la gare centrale, sur le Padlet, sur le LMS, donc la plateforme d'apprentissage. Si on en a une, c'est beaucoup plus pertinent. Je reviens sur l'idée de... Alors, il y a des questions dans le chat concernant le planning. Donc, je disais effectivement, moi personnellement, je me mets comme hygiène de vie, en fait, par rapport à mes stagiaires, à minima, de leur fournir les thématiques qu'on va aborder dans les semaines qui viennent. Donc, ça, au mois à peu près. Et le planning hebdomadaire qu'il est la semaine précédente de la semaine suivante. Et ce planning, il est découpé à l'heure, par demi-journée, avec quelles activités il faut faire et quelles activités. Est-ce que les activités vont être faites seules ou à plusieurs? Est-ce que les activités vont être collaboratives ou en autonomie? Donc ça c'est hyper important pour qu'ils puissent s'y retrouver. Il y a une question aussi concernant le travail collaboratif. Donc c'est possible de faire du collaboratif, ça dépend l'aisance que les apprenants ont sur le collaboratif. On peut utiliser des outils de téléphonie ou la classe virtuelle. Moi j'ai des classes virtuelles permanentes où les apprenants peuvent arriver et ils travaillent en sous-groupe en autonomie, donc ils peuvent se retrouver, ils peuvent partager un document à l'écran. Donc j'ai 4 sous-groupes qui sont en permanence là, et donc par exemple pendant une classe virtuelle collective, je peux vous dire cet après-midi, on répartit les groupes, toi, vous allez aller travailler là-dessus, là-dessus, là-dessus. Moi, j'utilise la classe virtuelle parce que je l'ai et que mes stagiaires sont équipés et autonomes dessus, mais ça peut se faire par un autre outil. Donc, ça pourrait même, si on n'a que le téléphone, faire des binômes et qu'ils travaillent par téléphone. Ça marche et ça fait permettre de faire du collaboratif. En complément, Ouais, Pascal, sur le questionnement sur le planning, oui, la question qu'on a eue sur le chat, il y a 2 éléments. Alors, moi, il me semble que vu le contexte actuel qui est complexe, notamment pour les apprenants dans l'organisation de leur journée, avec les charges familiales qu'on vient de citer, les enfants, faire les repas, voilà. À mon avis, alors, sur le papier, la région Occitanie vous a demandé de noter les présents sur chaque demi-journée. Voilà, vous avez eu une feuille, entre guillemets, de présence hebdomadaire qui vous a été envoyée, dans lequel, en fait, sur chaque demi-journée, vous dites tel stagiaire, il était présent. Alors, la présence en FAD, c'est relatif, tout est relatif. C'est surtout si vous estimez que le stagiaire a réalisé ce que vous avez demandé qu'il réalise. C'est surtout ça. Maintenant, moi, je le vois, vu le contexte, à mon avis, alors Pascal, je ne sais pas ce que tu en penses, à mon avis, il faudrait définir un planning quotidien qui est divisé en jours. Et peut-être pas en heures et en demi-journée, parce que ce que je crains, c'est que si vous définissez un planning trop fin, le stagiaire qui aura du retard parce qu'il doit accompagner les devoirs le matin et qui voit que ça s'accumule, il peut être vite découragé. Alors s'il a un planning en fait découpé à la journée, il sait que le mardi 7 avril, il a toutes ses activités à réaliser, il a une classe virtuelle à 10h30, puis dans la journée, il doit réaliser ça, ça, ça. Et il s'organise comme il veut ou comme il peut. Voilà. Je ne sais pas ce que tu en penses, Pascal. Est-ce que dans le contexte actuel, est-ce qu'il faut aller jusqu'à un planning précis, heure par heure? Ça ne me paraît pas adapté. Alors, ce qui est important sur ce que tu rajoutes, c'est en fait ce sur quoi on n'a pas assez insisté là peut-être, c'est la scénarisation et l'aspect asynchrone, parce que, vraiment du fait qu'on n'est pas tout le temps ensemble. Enfin voilà, c'est impossible de faire des journées complètes avec tout le groupe comme on le fait en présentiel. Il ne faut pas chercher à faire ça. Donc, il ne faut pas le faire. Voilà, il faut ne faut surtout pas le faire. Par contre, il faut, comme tu l'as dit, que dans le planning, il y ait les repères
de quand est-ce qu'on se retrouve. Parce que ça, s'il n'y a pas un endroit dans le planning où il y a les repères et à quel moment je suis en collectif, à quel moment je suis tout seul et du coup je peux faire à mon rythme, voilà. Donc ça, dans le planning hebdomadaire, c'est vraiment ça que j'entends en termes d'activité, donc pas forcément d'objectif. Pas vraiment, il faudra que vous rendiez ça à tel jour, à telle heure. Non, non, mais la thématique à aborder là, à ce moment, c'est celle-ci. Par contre, à telle heure, on va se retrouver en classe virtuelle. Et puis là, vous aurez un travail collaboratif à faire. Donc ça, par contre, il faut qu'il ait ces repères-là. Sinon, il va être perdu. Et j'en profite pour dire que non seulement il va falloir prévoir ce que va faire l'apprenant, mais aussi ce que va faire le formateur. Parce que si je ne prévois pas dans mon scénario, si je ne pense qu'en termes d'activité de l'apprenant, mais que je ne me demande pas, et là on va y revenir après, sur qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur l'activité du formateur, il va se retrouver avec 12 devoirs à corriger. Et il va exploser parce qu'il va avoir des productions à renvoyer en pagaille et qu'il va passer sa nuit à corriger ce qu'il a envoyé la veille. Voilà. Un dernier point, c'est que penser logistique, c'est vrai qu'en présentiel, on pense moins peut-être logistique. Là, à distance, le temps qu'on va passer, comme on l'a dit, sur quel outil, quand, comment, va faire vraiment gagner du temps après. Donc les activités et la logistique, c'est vraiment important de l'anticiper. Voilà, je pense que j'ai Ouais, fait merci le tour. Ouais, je pense que c'est bien. Effectivement, il faut pas confondre un peu. Hein, il y a définir le planning des interventions. Là, un planning, c'est effectivement comme le dit Pascal. Voilà, le plus important, savoir quand est-ce qu'on se retrouve, les temps synchrones. Mais dans le planning, après, il faudra découper le planning. Si je prévois un tutorat demain après-midi avec un tutorat de 3 heures avec une classe virtuelle de 1 heure, qu'il sache à l'avance quand est-ce qu'aura lieu la classe virtuelle. Et ensuite, sur le reste du tutorat, c'est là où vous avez découpé et scénarisé aussi tout votre tutorat. Donc, c'est deux choses un peu, pour moi, un petit peu différentes. Il y a le planning, on sait quand on doit être là vraiment et quand on va nous donner du travail. Et ensuite, ce travail sera découpé et donc scénarisé pour les interventions avec les bonnes ressources, etc., etc. Donc, on va passer à la suite, hein, la dernière étape pour nous. Alors là, c'est voilà, un petit peu en vrac. Voilà, il va falloir maintenant qu'on en est à animer des cours à distance, il va falloir donner du rythme et surtout accompagner. Hein, le mot important, c'est accompagner vos stagiaires. Première petite bulle, hein, petit exemple, voilà, rythmer vos envois, toujours dans le même format. C'est bien effectivement de mettre en place, alors moi j'appelle ça presque des rituels, hein, c'est-à-dire que tel jour, vous donnez le travail pour le lendemain ou pour le surlendemain ou pour un jour donné. Ça, c'est à vous de voir comment dans le temps vous allez découper ça et donner ça à vos stagiaires. Et puis, voilà, les habituer à ce que tel jour, ils aient le travail pour le lendemain, les consignes ou pour un jour dans la semaine, toujours dans le même format, pour qu'ils puissent s'y retrouver. Puis, au bout d'un moment, ils vont avoir l'habitude de travailler avec votre feuille de consignes, de la manière dont vous allez la structurer. Et donc, lui, il va être plus efficace aussi. Il faut, en formation à distance, il faut en permanence être en alerte pour réparer repérer les stagiaires en difficulté. On peut parfois aussi de la réparation, mais voilà, les repérer. Hein. Quand on est en présentiel, on est habitué à avoir tout ce qui est communication non verbale. Donc, on va sentir, hein, il y a le fameux 6e sens du formateur, il va sentir que quelqu'un, à son attitude, à sa posture, à ses mimiques, va sentir qu'il est un peu en difficulté. À distance, c'est beaucoup plus compliqué. Un stagiaire à distance, il peut facilement faire le sous-marin et passer inaperçu. Paul, ça va ? Oui, il n'y a pas de souci, monsieur. Voilà. Si vous n'avez pas, vous, quelque chose qui vous permet d'allumer une petite lumière dans votre tête et de dire, lui, je le sens pas très bien, il va peut-être falloir que je le contacte, que je discute avec lui, que je fasse un point sur les apprentissages avec lui. Et, voilà. Ça, c'est important d'être en alerte. Alors, attention, ensuite, Pascal l'a dit tout à l'heure avec le burn-out du formateur, hein, c'est sa dénomination que je trouve tout à fait appropriée. C'est que, voilà, on peut avoir tendance parfois à être en permanence à regarder ses mails, à regarder voilà s'il y a un endroit s'il y a un endroit qui est ouvert collaboratif aux stagiaires d'aller voir ce qui s'y dit, voilà, regarder en permanence, être à l'affût en permanence, vous allez vous épuiser. Hein. La formation à distance, elle peut être longue et on transpire souvent parce que là pour le coup, il faut être capable d'être un petit peu multitâche. Donc effectivement, voilà, rester en alerte. Mais ça ne veut pas dire être en permanence en alerte parce que vous risquez de vous épuiser. Votre travail aussi lors de la formation à distance, ça va être de provoquer les interactions
bien évidemment, vous avez un groupe en face de vous que vous aviez certainement l'habitude d'avoir en présentiel. Donc, ils se connaissent les uns les autres. Ils avaient l'habitude d'interagir entre eux. C'est vrai que c'est très facile en présentiel de faire interagir deux apprenants. À distance, ça paraît plus compliqué, mais c'est possible. Sur un chat, Pascal en reparlera, hein, un groupe WhatsApp, par exemple, ça peut être très pratique pour provoquer des interactions entre les stagiaires. Lors d'une classe virtuelle, vous pourriez très bien avoir donné, il y avait une question sur le travail collaboratif tout à l'heure, vous pourriez très bien avoir donné un travail de groupe à faire à vos stagiaires qui présenteront lors de cette classe virtuelle, puisque lors de la classe virtuelle, on est tous ensemble, on est de façon synchrone, on peut partager son écran, on peut montrer une production. Donc voilà, donc c'est à vous de continuer de provoquer ces interactions pour que les stagiaires ne se sentent pas isolés tout seuls finalement avec moi je suis un apprenant, j'ai mon petit travail à faire, puis je le rends au formateur. De temps en temps, tous les jours, j'ai une classe virtuelle. J'y participe, mais je me sens assez seul. Voilà, continuer à provoquer des interactions, c'est très bénéfique. Et puis surtout, on apprend très bien entre apprenants, guidés par un formateur. Il y a aucun souci là-dessus. On a déjà un petit peu parlé avec, le rythme des envois. C'est pareil, voilà, les rituels quotidiens, c'est important qui rythment la journée, voilà, de mettre en place des choses que vous faites de façon régulière pour les apprenants. Il va falloir aussi apprendre apprendre pas forcément, hein, parce que vous l'êtes certainement, j'imagine déjà, voilà, à ajouter de la convivialité à ces échanges. Hein, voilà, de pas être tout le temps extrêmement sérieux et centré sur les apprentissages. Il faudra, voilà, cette convivialité, elle va permettre de soutenir ces apprentissages et d'accompagner correctement le stagiaire. Et enfin, dernière petite bulle, bien évidemment, hein, ça paraît logique, c'est du bon sens. Voilà, soyez clairs dans vos consignes et ne noyez pas vos stagiaires sous un flot continu de consignes différentes les unes des autres. Ouais, donc éclairer donc cette histoire de rite, moi tous les matins 9h c'est la classe virtuelle, ils le savent, c'est 9h le matin et c'est tous les matins, comme ça permet de se repérer et ça rassure. Donc là encore une fois cette notion de ne pas se prendre la tête pour savoir voilà, donc c'est important ces rituels de les mettre en place. Avant, quand j'ai démarré, c'était plutôt le chat. Et à 8h30, pour démarrer la journée, c'était le chat. On se faisait coucou sur le chat. Et donc, du coup, ça permettait d'avoir ce moment aussi d'échange plus convivial où on n'était pas du tout sur de l'apport de l'apport technique. Donc ça, l'histoire du rituel. Je reviens sur les consignes. Alors là, je crois que oui, le principal point de vigilance de la distance, c'est les consignes. C'est écrire les consignes clairement. Autant quand on distribue un exercice en présentiel et que la consigne n'était pas claire, l'apprenant, on peut lui expliquer. Quand on a fait une classe virtuelle, qu'on a présenté les consignes et qu'on l'a envoyé, et si le stagiaire, on le retrouve 4 heures après et que pendant 4 heures, il a travaillé sur autre chose que ce qui était prévu, c'est la misère. Et ça m'est arrivé et ça m'arrive encore. Donc, voilà, la consigne à l'écrit, plus à l'oral. Si je fais une vidéo pour expliquer la consigne, c'est encore mieux. Et demander à un stagiaire de la reformuler. Voilà. Et dans tous les cas, que le stagiaire sache que s'il a le moindre doute, il peut aller trouver le formateur à un moment, quelque part, dans un forum, dans un chat, par téléphone, pour pouvoir répondre à son interrogation. Voilà. Et s'il y a un stagiaire qui n'a pas compris, il faut moi en tant que formateur que je me dise il faut que je rediffuse l'information à tout le monde. Donc ça c'est vraiment important. Oui, les rythmes chronobiologiques sont les mêmes qu'en présentiel, c'est-à-dire que le matin ça bosse mieux que l'après-midi, après manger ça digère, donc oui effectivement hein, ça change absolument rien. Et donc d'où l'importance des rites. Et puis le fait donc de donner des signes de sa présence, voilà, hein, de sa disponibilité, voilà, donner des signes de présence à distance, ça c'est le point fort, l'accompagnement, quoi. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ouais, c'est un peu ce que tu disais hier, en fait, Pascal, effectivement, donner des signes de présence. Voilà, je sais que hier, tu disais que le matin, au moins une fois, alors si à la classe virtuelle, bien évidemment, ça s'entend, mais au moins une fois par demi-journée, voilà, montrer que le formateur est là, que les stagiaires, ils n'aient pas l'impression que le formateur, il n'est pas là. Donc, moi, je suis en train de faire des choses en tant qu'apprenant et j'ai l'impression que mon formateur, il n'est pas là et ça peut m'angoisser. Alors que si vous manifestez au cours de la journée, vos stagiaires, ils vont savoir que
Non, vous êtes là, que vous suivez quand même d'un œil ce qu'ils sont en train de faire. C'est ce que tu disais hier, hein, je crois, hein, Pascal. Oui, tout à fait, ouais. Et oui, c'est vraiment ça. Et même, je dirais, presque être presque encore plus transparent qu'en présentiel, parce que de dire bah, de telle heure à telle heure, je ne serai pas disponible parce que je travaillerai sur la préparation des ressources de demain ou d'après-demain. Par contre, de telle heure à telle heure, c'est open, vous pouvez me contacter. Donc voilà, pour qu'ils sachent ce que vous faites et que vous travaillez, que vous êtes en train de travailler pour eux, quoi. Ils peuvent comprendre que vous n'êtes pas tout le temps disponible. Si vous leur dites à partir de 18h, je suis plus joignable, donc ne vous attendez pas à ce que je réponde à vos SMS à partir de 18h ou 19h, ben, ils sont OK, il n'y a pas de souci. Mais encore faut-il qu'ils sachent que vous êtes en train de travailler pour eux. Et ça, c'est pas évident. C'est pas évident. Oui, c'est vrai que ça rejoint un peu ton idée de charte. Mm. C'est extrêmement bien de faire ça pour que les stagiaires ils puissent savoir jusqu'où Jusqu'où? ils peuvent aller. C'est poser des règles du jeu. Hein. Si je me retrouve sur un terrain de foot rugby, quelles sont les règles du jeu aujourd'hui? Est-ce que j'ai le droit de prendre la balle à la main? Est-ce que j'ai pas le droit de la prendre à la main? Voilà. Il suffit de le savoir. C'est comme tout. Il faut poser les règles et vos stagiaires, ils vont. Il y a pas de problème avec ce que vous allez leur expliquer. Mais encore faut-il le poser et l'expliquer et le verbaliser. Alors, Eliane demandait si j'utilisais les jeux inspirés de Tiagi donc en formation. Donc moi, je ne suis pas forcément formé sur sur les méthodes Tiagi, donc c'est pas ce que j'utilise. Après, on s'est mis à faire. Enfin, je suis dans un collectif qui travaille sur le jeu en formation, et notamment là, pendant la période de confinement, j'ai mis en place deux jeux, un jeu de loi qui est plutôt un jeu de révision et un jeu plutôt centré sur le côté, mais là encore c'était un jeu de révision, mais adapté donc du Trivial Poursuite et que j'ai appelé le Pédago Poursuite. Et donc celui-là je l'ai testé avec mon groupe de travail en formation et je vais essayer de le faire repasser à mes stagiaires qui l'avaient vécu en présentiel. Et comme ils arrivent sur la fin de la formation, je vais le refaire en le jouant à distance cette fois-ci. Mais c'est important de dire qu'il faut jouer. D'ailleurs, j'avais pris l'exemple hier du côté convivial. C'était l'anniversaire d'une de mes apprenantes lundi. On ouvre tous la caméra, on ouvre tous la vidéo. J'ai mis un gâteau sur le partage d'écran et on lui souhaite son anniversaire, quoi. Voilà. Donc ça, ça fait du bien. On se met tous un bonnet sur la tête à un moment, un jour de la semaine, parce qu'on fait un apéro, enfin, en mode apéro virtuel comme on les voit en ce moment. Mais c'est pas un apéro, hein, et encore que à la fin de la formation, je pense que si d'ailleurs ma collègue qui finit la formation en fin de semaine, elle a prévu un apéro à 18h, donc en dehors des heures de formation et à domicile, pour fêter la fin de la formation. Je reviens sur la remarque de Madame Torres sur le chat en disant qu'il y a une plus grande fatigue à distance. Effectivement, ça demande une plus grande vigilance, ça demande une grande autonomie du côté stagiaire, hein, puisque vous n'êtes pas avec eux en permanence pour les guider. Donc, ça demande une grande autonomie, ça leur demande aussi d'être vigilant à beaucoup de choses. Voilà, donc effectivement, je vous rejoins tout à fait là-dessus. Du coup, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que quand vous allez commencer votre formation à distance, eh ben, d'y aller progressivement. De ne pas y aller dès le premier jour en mettant boum, 50 ressources, 3 trucs à rendre, etc., etc. Il faut vraiment y aller peut-être de manière graduelle, le temps que les stagiaires, eux aussi, en même temps que vous, certainement, vont s'habituer un petit peu au travail à distance et tout ce que ça demande comme vigilance et ce que ça donc peut générer comme fatigue. On en a fini avec ces étapes, d'accord, qui sont finalement du bon sens, mais parfois le bon sens, il est bon de l'écrire, et puis c'est bien d'avoir Pascal avec nous ce matin, parce qu'il peut vraiment vous apporter un focus sur son expérience de formateur, puisque c'est vraiment sa spécialité. On a choisi, alors Fatima vous l'a dit en démarrage, hein, pour tous les organismes du PRF qui basculent à distance, la classe virtuelle, ça va être un incontournable. D'accord. Sur la fiche que vous avez eu à remplir, on vous a demandé de nous dire sur quel outil de classe virtuelle vous allez travailler.
D'accord? Donc, on a choisi de faire là un petit focus sur la classe virtuelle, hein, pour vous expliquer un petit peu comment ça marche, les bonnes pratiques, aussi peut-être les mauvaises pratiques et ce qu'il faut anticiper pour faire une classe virtuelle. Donc, il va falloir se poser la question du contenu. Que diffuser pendant une classe virtuelle? Qu'est-ce qu'on peut diffuser? Alors, on l'a déjà dit, l'erreur la plus commune, hein, c'est Fatima l'a appuyé vraiment dessus, c'est de reproduire à distanciel ce que vous faites en présentiel. Si vous avez une journée de cours en présentiel, vous n'allez pas faire une journée entière de classe virtuelle où vous allez parler à vos apprenants. C'est pas possible. Ça ne marchera pas. Donc ça, il faut vraiment en faire le deuil. Il faut vraiment prendre le temps, on en a parlé, de rescénariser son intervention et pas faire une classe virtuelle de 2 ou 3 heures où on fait que du descendant, où on diffuse un PowerPoint et on en parle en permanence. C'est absolument pas ce qu'il faut faire. Donc voilà, ça ne fonctionne pas. Donc il faut vraiment avoir un autre éclairage pour savoir quoi faire pendant sa classe virtuelle. Ensuite, sa durée, voilà, alors selon ce qu'on va lire dans la littérature, voilà, la classe virtuelle ne doit pas dépasser 50 minutes, 1 heure et demie. Voilà, donc effectivement, une classe virtuelle trop longue, on va perdre l'attention du stagiaire. Hein. Vous le savez, la plupart des cours, quand vous faites en présentiel, vous faites aussi des pauses. Vous ne faites pas 3 heures le matin, 3 heures ou 4 heures de cours non-stop avec des apprenants dans la salle. Ça ne fonctionne pas. Donc là, si vous devez avoir une classe virtuelle un peu plus longue que d'habitude, n'hésitez pas à prévoir des petites pauses pour que vos stagiaires ils se remobilisent un peu et puis qu'ils soufflent un peu. Dans une classe virtuelle, ce qui est très intéressant, c'est que comme on est tous réunis autour du même outil, on va pouvoir générer les interactions dont on parlait tout à l'heure. Donc, il va falloir vraiment favoriser ces interactions, les échanges avec les stagiaires, voilà, pas parler tout le temps, laisser la place aux stagiaires, aller les chercher, leur poser des questions, les faire intervenir, c'est très important, ça rend vivant et puis surtout, ça les mobilise derrière leur écran. C'est-à-dire qu'ils savent qu'il va falloir intervenir à un moment donné, donc il faut que j'écoute. Si c'est simplement le formateur qui va parler pendant 1 heure et puis après au revoir et je vais faire mes exercices, bon, c'est pas une motivation faux folle quand même pour pouvoir être extrêmement attentif pendant la classe virtuelle. On en parle beaucoup, ça fait quelque temps maintenant qu'on en parle beaucoup. Vous avez certainement entendu parler d'une pédagogie qui est la classe inversée. La classe virtuelle et la formation à distance, elles s'y prêtent tout à fait. Hein. C'est-à-dire que plutôt que de dérouler un cours en classe virtuelle, pourquoi pas le donner en amont à vos stagiaires, qui le lisent, qui y réfléchissent, et ensuite aborder en classe virtuelle le cours qu'ils ont lu, répondre à leurs questions, faire des démonstrations. Voilà, ça se prête tout à fait à la classe inversée, c'est-à-dire donner le savoir avant, pas forcément transmis par le formateur de façon orale, mais plutôt ensuite en discuter des exemples et voilà, résoudre des problèmes ou des choses comme ça en classe virtuelle. Ça fonctionne, ça fonctionne très très bien. Oui, donc effectivement, j'ai tendance à en abuser, moi, de cette technique. La classe virtuelle, ça peut être un pont entre un exercice qui a été fait en amont, une mutualisation et la présentation de consignes pour aller après plus loin. Donc ça veut dire qu'il faut y avoir pensé avant quand même à ça. Ça peut être aussi un moment. Alors un truc à pas faire quand on est en classe virtuelle, c'est le tour de table et par exemple la correction d'un exercice et de corriger individuellement les exercices de Pierre, Paul et Jacques parce que on exclut les autres et ça sert à rien. Donc la correction, si elle est présente, elle doit être collective. Et donc ça veut dire que le formateur, par exemple, il a récupéré des productions des uns et des autres. Il a vu quelles étaient les difficultés des uns et des autres, et dans la classe virtuelle, il fait une synthèse de toutes les erreurs qu'il a pu voir et il remédie à ce moment-là de façon collective pour que ça intéresse tout le monde. Donc ça c'est un point qui peut être sympa à retenir. Marc-André Lalande dit qu'il faut acheter des minutes d'attention. Donc toutes les 10 minutes, il faudrait avoir une activité d'interaction avec les apprenants. Donc en fonction du système de classe virtuelle que vous avez, il y a différents types d'interactions. Mais c'est vrai que l'utilisation du chat, pas hésiter à solliciter nominativement quelqu'un, parce que spontanément les stagiaires parlent moins en classe virtuelle qu'en présentiel. Et puis là encore, vous ne voyez pas forcément le non-verbal de celui qui fronce les sourcils et que vous auriez interpellé si vous étiez en présentiel. Donc il faut y aller. Il faut y aller. Il faut vraiment les solliciter. Voilà. Merci Pascal. Donc, alors ensuite, avant la classe virtuelle, quand vous avez choisi votre outil, il va falloir que vous le preniez en main aussi en tant que formateur. On parlait tout à l'heure de la formation des
des stagiaires aux outils, vous aussi, il va falloir que vous vous formiez. Alors, idéalement, bien évidemment, ça paraît logique avant les stagiaires. Voilà, donc il va falloir que vous ayez du matériel à votre disposition, un minimum du matériel, le micro-casque, bon, l'ordinateur, bien évidemment, la connexion Internet, bien évidemment. Ensuite, comme outil, en dehors de ça, voilà, un micro-casque ou au moins des oreillettes de téléphone. Le micro de l'ordinateur portable, je crois que c'est la pire des choses à faire. Donc voilà, essayer d'investir ou de voir si vous pouvez faire ça voilà, avec un micro-casque. Et une caméra, c'est toujours sympa. Alors ce matin, on l'a pas mise en place, hein, c'est un webinaire, on n'est pas réellement dans une classe virtuelle. Voilà, la caméra, ne serait-ce qu'en démarrage, voilà, pour dire bonjour. Et puis ensuite, la caméra, on pourra la couper, mais on y reviendra après à ça. Euh, Quand vous avez choisi votre outil, il va falloir que vous preniez en main voilà, toutes ces fonctionnalités. Vous soyez au courant surtout qu'il a toutes ces fonctionnalités. Selon les outils de classe virtuelle, vous pourrez annoter directement sur l'écran. Alors, le formateur, il peut le faire, mais il peut donner aussi la possibilité aux stagiaires d'annoter sur l'écran. Est-ce qu'il y a la présence d'un tableau blanc où tout le monde pourrait marquer un mot ou une idée en cours de route, en cours de classe virtuelle. Si le partage d'écran, alors en général, il est possible sur à peu près tous les outils de classe virtuelle, mais voilà, de partager son écran, comme je le fais ce matin avec le PowerPoint que je diffuse. Il y a certains outils qui ont aussi des petits sondages. On peut mettre en place un petit sondage hein, pour voilà, remobiliser tout le monde. Hein. Voilà, tout à l'heure, Pascal parlait voilà, de toutes les 10 minutes, de mettre en place dans le meilleur des mondes, bien sûr, de mettre toutes les places en place toutes les 10 minutes, une petite activité qui remobilise tout le monde. Voilà, le sondage peut être un exemple. Et donc, voilà, donc selon les classes virtuelles que vous utiliserez, les outils, vous aurez plus ou moins d'outils. Donc, prenez-en connaissance et testez-les. La meilleure manière de le tester, c'est encore de le tester soit avec la famille, hein, par exemple, ou alors avec un autre collègue aussi qui est à distance. Ça permet aussi voilà, d'échanger sur les pratiques avec votre collègue et puis d'utiliser les outils dans un lieu, on va dire, sûr, où c'est pas il y a pas forcément du stagiaire. Donc voilà, donc il va falloir prendre en main l'outil de classe virtuelle. C'est important d'être à l'aise. Pour vous, ça va réduire le stress aussi, voilà, de chercher le bouton parce que c'est pas mince, il y en a un qui veut parler, mais je suis coupé de micro, je sais pas comment on fait pour le rallumer. Voilà, ça c'est terrible. Ou ah mince, j'ai oublié de partager mon écran, ou je sais plus comment on fait. Voilà, ça c'est terrible. Une autre chose aussi, on rebondira un petit peu tout avec Pascal dessus. Quand on utilise des outils comme ça, qui utilisent un ordinateur, qui utilisent du réseau. Il faut avoir conscience, et c'est important d'en avoir conscience, que ça peut ne pas fonctionner correctement tout le temps. Ça fait partie du jeu, ça va faire partie de la formation. Non, ça ne Il faut fonctionne pas. totalement Ça va forcément ne pas fonctionner tout le temps, très clairement. Ouais, exactement. Ouais. Il faut partir du principe qu'à un moment donné, ouais, il y a quelque chose qui ne va pas aller. Il faut partir que c'est un petit peu une usine à gaz. Alors, je force le trait en disant usine à gaz, bien évidemment, mais voilà, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu que de temps en temps, ça fonctionne pas. Alors, si vous avez de la chance, ça va fonctionner à 98% du temps, il n'y a pas de problème. Du coup, ça me fait rebondir, ça, et Pascal, je laisserai Pascal continuer là-dessus. Voilà, de prévoir un plan B. Hein. Si ma classe virtuelle, elle ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je sais que Pascal, lui, il a des petites astuces, des plans B, voilà. Donc, prévoyez vraiment un plan B et je vais le laisser continuer là-dessus parce que je pense qu'il a pas mal de trucs à dire. Bah, la première chose, c'est la connexion qui peut être défaillante. Donc, il y a pas mal de stagiaires qui ont à la fois une box et qui ont un téléphone 4G avec la possibilité de faire une partage de connexion sur leur portable. Donc si on arrive à les accompagner pour qu'ils arrivent à faire ces deux solutions-là, s'il y en a une qui marche pas, ils essayent l'autre. Donc ça c'est une première piste. Deuxième piste, leur donner le kit de qu'est-ce que je fais quand ça marche pas. Donc redémarrer l'ordinateur, redémarrer la box, il faut qu'ils le sachent. Et puis des fois ça marche pas, on ne sait pas pourquoi. Donc pour parer au plus pressé, moi une de mes astuces c'est que je repère l'apprenant qui a une paire d'enceintes dans la formation, et plutôt celui qui est un peu doué avec l'informatique. Et puis s'il y en a un qui a un problème de connexion, il l'appelle. Le stagiaire en question se met sur les enceintes et avec le smartphone sur haut-parleur, il a au moins la possibilité de suivre la classe virtuelle et de ne pas louper, parce qu'on réglera le problème technique un peu plus tard, mais si c'est à 9h qu'il s'en rend compte et que la classe virtuelle c'est 9h, c'est tout de suite qu'il faut essayer de ne pas l'exclure. La deuxième possibilité, c'est d'enregistrer la classe virtuelle, mais ça va quand même de toute façon différer pour l'apprenant, ça va plus le mettre dans l'inconfort. Voilà un petit truc
pour essayer de parer à ça. Et de toute façon, ne pas essayer de régler le problème technique tout de suite, parce qu'en fait, on va faire attendre l'ensemble du groupe qui est là et qui attend la classe virtuelle pour régler le problème technique d'une personne, et du coup, là, ça crée une démotivation de tous les autres. Merci Pascal pour ces précisions. Alors, très important de dédramatiser ça. Quand ça arrive, voilà, ou quand un stagiaire n'arrive pas à se connecter aussi, voilà, essayer de dédramatiser ça parce que ça stresse tout le monde et en formation à distance, le stress c'est terrible. Ça dessert beaucoup la formation à distance. Ça veut dire qu'on a encore plus le droit à l'erreur que quand on est en présentiel. Tout à fait. Avant la classe virtuelle, il faudra que vous ayez prévu ce que vous allez diffuser si vous diffusez quelque chose. Voilà, donc si vous préparez un support du type PowerPoint, ça s'y prête parfaitement. Voilà, je vais pas vous apprendre. Enfin, PowerPoint, on entend, voilà, c'est des diapos avec pas trop de texte, un support aéré, agréable à regarder, avec des images ou des infographies dessus. C'est beaucoup plus sympa à suivre et puis ça amène une idée, une petite touche à votre présentation. Là aussi, il faudra que vous ayez scénarisé votre classe virtuelle. Ne lancez pas dans une classe virtuelle sans avoir pensé avant à ce que vous allez faire à l'intérieur. Si vous partez en freestyle dans une classe virtuelle, ça risque, voilà, vous risquez d'aller alors du point A au point B certainement, mais en passant peut-être par une multitude d'autres points qui peuvent perdre le stagiaire. Donc là aussi, sachez à l'avance ce que vous allez faire pendant la classe virtuelle. Si vous avez prévu 1 heure et demie de classe virtuelle, sachez, voilà, ayez scénarisé votre classe virtuelle et afin de savoir effectivement de là où ça vous permet d'avoir un fil rouge, un fil conducteur et de pas perdre tout le monde. Ouais, moi, il y a beaucoup de classes virtuelles maintenant où j'ai plus de PowerPoint. Parce que le PowerPoint, ça sous-entend déjà qu'on est préparé quelque chose à dire. Et en fait, si on a prévu surtout des interactions, et il vaut mieux prévoir l'outil de mutualisation, comme le tableau blanc par exemple, et de savoir qu'est-ce que vont faire les stagiaires. Et là, du coup, l'optique, elle est déjà un peu différente. Quand j'utilise des PowerPoint, souvent, c'est que j'ai fait rapidement un PowerPoint pour reprendre des idées que je voulais aborder avec eux et soutenir ce que j'avais à raconter. Mais ils sont pas forcément toujours hyper beaux, ils sont pas aussi magnifiques que celui qu'on a aujourd'hui, et c'est plutôt des outils de support pour favoriser l'interaction que des supports pour montrer et faire un cours. Alors tu as raison de revenir là-dessus et d'appuyer là-dessus. Effectivement, il n'y a pas une façon de faire une classe virtuelle, bien évidemment, ça s'entend. Ça peut être, voilà, alterner des séquences de cours où, voilà, où on peut avoir, nous en tant que formateurs, comme tu dis, un PowerPoint prêt afin de, voilà, ben, nous aussi de nous structurer et de pas partir un peu dans tous les sens et de savoir et de ne pas oublier quelque chose qu'on voulait vraiment aborder. Et ensuite, tu as raison, il y a d'autres types de classes virtuelles où si on fait de la correction et on fait beaucoup d'interactions avec les stagiaires, ce qui est très très important, vous l'avez bien compris. Voilà, là effectivement, avoir un peu moins préparé sa classe virtuelle, c'est pas trop un souci si vous en êtes dans de l'échange et de l'interaction avec les stagiaires, bien évidemment. Merci Pascal d'avoir appuyé sur ce point-là. Là, sur ce quoi il faudra être vigilant, c'est le timing, d'avoir sa pendule, parce que au bout d'1h30, je crois qu'on en reparlera, mais au bout d'1h30, les apprenants, et ça a été souligné tout à l'heure, l'attention, elle diminue. Tout à fait, ouais. Il nous reste, donc il est 11h40, il nous reste 3 petites diapos. Ça va être beaucoup de choses dont on a déjà bien parlé, donc ça va aller assez vite et ensuite on va basculer vers les échanges. Et on répondra aux questions qui ont été posées sur le chat et auxquelles on n'a pas encore répondu. Donc pour démarrer une classe virtuelle, puisque maintenant on a choisi son outil, on a prévu ce qu'on allait faire et maintenant il est temps de la démarrer, il va falloir bien évidemment donner le lien de connexion à la classe virtuelle, le connaître à l'avance, que vos stagiaires, voilà, ils se stressent pas 10 minutes avant le démarrage de la classe virtuelle, de ne pas avoir reçu le lien, voilà, c'est aussi une source de stress. Ensuite, leur demander de se connecter voilà, à minima 15 minutes à l'avance afin de pouvoir régler des petits problèmes éventuels voilà, techniques. Voilà, l'exemple le plus voilà, qui pourrait arriver le plus souvent, c'est j'allume mon ordinateur le matin, c'est dans 5 minutes la classe virtuelle, et puis j'ai Windows qui me met une belle mise à jour qui dure un quart d'heure, 20 minutes. Bon, ben voilà. Ça, c'est des choses qu'on peut éviter en anticipant aussi et en se connectant à l'avance. Si vous avez la possibilité, voilà, alors la mini-formation, je l'ai mis là, effectivement, mais on en a déjà parlé, ça se fait plutôt de manière individuelle, hein, effectivement, mais vous pouvez aussi, lors de la première classe virtuelle, appuyer sur certains petits outils ou faire la démonstration d'outils dont vous aviez juste parlé avant.
Et ensuite, il faut accueillir une classe virtuelle. Bien évidemment, on essaye d'accueillir les gens. Et une fois que l'heure de la démarrage vraiment de la classe virtuelle démarre, voilà, peut-être proposer une rapide petite activité pour lancer, hein, lancer une petite activité. Ça permet un petit peu de recentrer tout le monde sur la réunion, de dire, bon, ça y est, c'est bon, maintenant, on se met en marche. Ça crée bien évidemment un lien convivial qui va, et si on est sur le mode convivial, ben, ça va, comment dire, libérer tout le monde, hein, c'est-à-dire qu'ils vont oser prendre la parole et participer et donc s'impliquer. Et ensuite, faire participer tout le monde, ça, voilà, ça permet de confirmer bien que tout le monde est bien connecté et que les outils fonctionnent bien avec eux. En ce qui concerne la petite activité à faire, je vais laisser Pascal en parler parce qu'il a une belle devinette pour vous. Mais sur Internet, il existe aussi des générateurs de rébus ou de charades. Voilà. Après, on peut prendre l'image et la coller à l'écran et partager son écran. Voilà, ça peut être une petite idée d'activité de lancement d'une classe virtuelle. Oui, c'est vrai que moi je fais cette activité d'ailleurs aussi pour accueillir, parce qu'il y a toujours des stagiaires qui arrivent avant les autres. Il y a des ponctuels qui ont besoin d'arriver 10 minutes, un quart d'heure avant les autres, et puis ceux qui sont juste à l'heure. Donc je le fais souvent en temps de temporisation, quoi, hein. Soit je suis sur des remédiations individuelles avant, donc si c'est nécessaire, mais sinon, voilà, bah, là, oui, lundi, là, je leur ai tout simplement demandé. J'ai reçu l'appel de quelqu'un qui m'a fait très très plaisir parce que j'en avais besoin, mais vraiment un besoin fondamental. Et je leur ai demandé d'essayer de deviner qui avait pu m'appeler comme ça, qui me manquait tant pendant cette période de confinement. Et en fait, c'était mon coiffeur, hein, parce que voilà, je vais m'empresser de courir chez le coiffeur lundi prochain. Alors c'est marrant que tu aies dit ça hier parce que moi en fait ben, hier après-midi j'ai reçu un SMS comme quoi le coiffeur rouvrait aussi. Je me suis empressé de prendre un rendez-vous, tu vois, donc peut-être on a le même coiffeur, je sais pas. On verra ça. Bah, Euh, j'ai deux chauves dans la formation qui m'ont dit, moi, c'est pas la peine. ah, et ben forcément. Euh, En classe virtuelle aussi, il est bon de rappeler des règles. Alors, on les rappelle souvent en démarrage quand les gens connaissent peu les classes virtuelles. Et puis après, ce sont des règles qui vont couler de source hein, avec vos stagiaires quand ils ont l'habitude. Bien évidemment, la gestion des micros, hein, on l'a vu un petit peu en démarrage aujourd'hui là du webinaire. Voilà, on oublie facilement de couper son micro et ça génère du bruit. On entend tout ce qu'il y a chez les gens. Enfin, imaginez le formateur et 15 personnes, 15 apprenants. Ça fait 16 micros virtuellement. Si les 16 ils sont ouverts, qu'il y a un avion qui passe, qu'il y a une règle qui tombe par terre, qu'il y a des travaux dans la rue, qu'il y a un pimpon, etc. Voilà, on s'entend plus. Donc la gestion du micro, elle est importante. Et une des règles de base, c'est de dire bon ben si je ne parle pas, je coupe mon micro et je peux activer mon micro si je parle. Alors bien évidemment, si on se retrouve avec des tout petits groupes de 2 ou 3 personnes, c'est pas trop un problème si tous les micros sont ouverts. Au contraire, ça facilite les échanges et ça évite qu'il y ait un petit temps mort entre le moment où je clique sur activer mon micro et que je puisse parler. Sauf toi. Mais la plupart du temps, voilà, à partir d'un groupe de 4 5 personnes, il vaut mieux voilà, gérer les micros. C'est mieux que vos stagiaires ils sachent gérer leur micro plutôt que vous gériez, on va dire, de façon un petit peu sèche l'ouverture des micros. Euh, Là, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui aussi, voilà, de préciser que voilà, tant que le formateur il est en train de faire une démonstration, c'est bien si on a quelque chose à dire ou une remarque ou une question, voilà, d'utiliser les outils non verbaux. La plupart des outils de webconférence ont un chat. Certains ont une main levée aussi, hein, ou des petits smileys, ou des plus vite, moins vite, etc. Je sais que voilà, Blackboard là, par exemple, Zoom aussi. Voilà, il y a pas mal d'outils comme ça. Ça évite la cacophonie et que tout le monde prenne la parole à n'importe quel moment. En ce qui concerne les webcams, c'est bien d'en avoir une pour faire le démarrage, hein, pour se dire bonjour. Voilà, ou quand on est en tout petit groupe, c'est bien, mais ensuite, c'est bien de la couper. En ce moment, les réseaux, voilà, c'est compliqué et ça économise toujours un peu de bande passante. Alors, la webcam est aussi très importante quand on fait de l'accompagnement individuel. L'accompagnement individuel peut se faire par téléphone, mais moi de plus en plus je favorise un rendez-vous donc individuel en classe virtuelle. Et là on met la webcam et du coup on a enfin voilà une relation qui est plus importante, plus intéressante quand on a la webcam. Alors ça ne remplace pas du présentiel, hein, je ne vais pas dire ça, c'est pas vrai. Mais par contre j'ai été amené notamment à travailler certaines compétences
d'entretien, enfin, formés à la conduite d'entretien, en faisant des jeux de rôle via la classe virtuelle. Et là, comme le disait très bien Stéphane, on était en petit groupe de 4, et donc on peut travailler des choses là. Donc ceux qui travaillent sur les entretiens de vente, sur des choses comme ça peut vraiment être mis en place. Alors, dernière diapositive, on va aller assez vite parce que c'est des choses dont on a déjà un petit peu discuté. Bien évidemment, pendant une classe virtuelle, il va falloir mobiliser l'attention et organiser les échanges. Ça, c'est votre rôle de vous, de modérateur aussi, c'est organiser les échanges, que ça ne devienne pas n'importe quoi. Pour tout ça, il faut rester en alerte, on en a parlé tout à l'heure, voilà, rester attentif aux échanges non verbaux, avoir un œil sur le chat, voir s'il y a un stagiaire à la main levée. Voilà, donc rester en alerte et vigilant. Ensuite, verbalisez, dites ce que vous allez faire, ce que vous attendez d'eux. Si vous allez montrer un slide ou un PowerPoint, voilà, le temps que vous l'ouvriez, tout ça, ils savent qu'il y a quelque chose qui va arriver. Pour le couper les micros et comment va fonctionner la classe virtuelle, voilà les petites règles, voilà, verbalisez un petit peu tout ce que vous faites et ce que vous attendez d'eux, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Et ensuite, bien évidemment, échanger, Pascal l'a dit, c'est toujours bien d'interpeller les silencieux par leur prénom. Moi, le truc que je trouve bien, c'est avoir une feuille à côté avec le nom de tous les stagiaires et puis faire attention que dans la classe virtuelle, tout le monde, à un moment donné, ait pu participer à la classe virtuelle. Ça permet d'avoir un petit suivi de celui qui parle beaucoup. Vous savez, on en a toujours un dans une classe où son truc dans la vie, c'est parler. Donc, il va sauter sur toutes les occasions. Donc, c'est à vous de modérer et de gérer tout ça. Oui, donc je vais rebondir sur ce que tu dis, donc sur le côté notamment. Alors, il y a deux points. Il y a le fait de rester en alerte, ça veut dire que c'est fatigant. Donc c'est pour ça qu'aussi 1 heure pour le formateur, ça suffit. C'est aussi pour ça qu'au début, en tout cas, il faut limiter le nombre d'outils qu'on utilise en classe virtuelle. Donc Eliane demandait si on utilisait le mind mapping en classe virtuelle. Moi, de mon côté, je ne le fais pas en fait, parce que ça veut dire que c'est un outil qui va être externe à la classe virtuelle, puisqu'il n'y a pas de mind mapping collaboratif qui sont intégrés aux classes virtuelles. À ma connaissance, ça n'existe pas encore aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il faut qu'ils cliquent sur un lien, qu'ils sortent de la classe virtuelle, qu'ils aillent sur un logiciel de mind mapping, où ils vont collaborer sur une mind map. Et donc, du coup, voilà, vous voyez, ça fait 2 outils différents. Ça veut dire qu'il faut qu'ils sachent maîtriser les 2 outils, qu'ils sachent se retrouver sur la classe virtuelle. Il faut se mettre dans l'idée que certains, ils n'ont qu'un écran généralement. Donc tout va être sur le même écran. Comment ils retrouvent la classe virtuelle. Alors si en même temps vous leur demandez de mettre quelque chose dans le chat pour donner un commentaire sur ce qu'il est en train de faire, alors là c'est la fin du monde parce que c'est terminé. Donc voilà. Donc le mind mapping, moi je l'utilise, mais je leur fais construire des cartes mentales plutôt avec un logiciel qu'ils ont installé. Ou alors il y a une activité après la classe virtuelle ou en asynchrone où il faut qu'ils co-construisent une carte mentale. Ça prend du temps aussi, donc bon, voilà. Après, c'est une bonne idée. Si j'avais une solution idéale, je la prendrais. J'utilise par contre beaucoup les outils Google. Je sais, c'est pas bien, mais c'est vraiment, mais c'est quand même. Donc les Frama, on n'en a pas parlé. Par contre, si on veut construire un texte collaboratif en même temps, si on veut, voilà. Mais ça veut dire que mes stagiaires, ils doivent être habitués, et qu'ils sachent manipuler. Et un point technique aussi important, si votre formateur il peut avoir 2 écrans, c'est quand même beaucoup beaucoup plus confortable. Moi je ne peux plus me passer de 2 écrans. Stéphane, c'est pareil. On a l'écran où il y a la présentation et l'écran où on a ses notes. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'en termes d'équipement, c'est toujours bien d'avoir 2 écrans. Après, c'est peut-être pas forcément possible actuellement. Mais c'est vrai que quand on peut, c'est un bon investissement. En tout cas, si on est amené à faire régulièrement de la formation à distance ou même du télétravail, comme c'est beaucoup le cas pour beaucoup de gens aujourd'hui, c'est vrai qu'un 2e écran, c'est quand même quelque chose de très pratique. Pour rebondir un peu sur le mind mapping en classe virtuelle, effectivement, je pense qu'on peut en faire, mais vraiment, ça sera une mind map au rabais, vraiment de première zone, quoi. Effectivement, mettre un tableau blanc et proposer aux stagiaires d'écrire des mots à certains endroits, mais ça va pas être très très joli, ça va pas être très très beau. Moi, effectivement, voilà, il faut éviter lors de la classe virtuelle de multiplier les outils, de faire sortir les stagiaires de l'écran de la classe virtuelle, c'est compliqué. Voilà, on arrive au terme de cette présentation. Fatima, est-ce que tu veux reprendre la parole?
Oui, alors merci Stéphane, merci Pascal. Effectivement, on arrive au terme de cette présentation. Donc on a à peu près 10 minutes, 10 à 15 minutes de temps d'échange. Donc n'hésitez pas à poursuivre vos questions sur le chat. Alors il y a quelques questions qu'on a pu traiter au fil de l'eau, que et Stéphane ont traité durant la conférence. Il reste des questions notamment d'outils. Donc Pascal, peut-être que je vais te passer la parole. Mhm. Une personne qui interroge sur les murs collaboratifs pour envoyer les ressources. Est-ce que vous utilisez les murs collaboratifs pour envoyer les ressources? Et deuxième question, qui est liée également aux outils, c'est je travaille avec Google Classroom, permet-elle de rajouter des classes virtuelles? Alors, concernant donc le Padlet, ça peut être utilisé comme un endroit où on stocke des ressources, mais je dirais il faut pas c'est ce qu'on disait, il faut pas multiplier les outils. Voilà. Donc si c'est celui-là, et ben c'est sur celui-là qu'on va tout trouver. Le Padlet ça peut être un premier endroit où on va trouver, mais on va pas pouvoir y mettre toutes les ressources parce que ça va être trop petit en termes d'espace pour aller y coller toutes les ressources. Ça veut dire que va falloir stocker les ressources après ailleurs. Pour qu'on ait cette vision générale de l'ensemble des ressources sur le Padlet et puis aller après piocher sur quelque chose de plus éclaté, quoi. Concernant Open Classroom, je crois que je l'avais abordé, c'est les Hangouts qui sont utilisés avec Open Classroom. Et en termes d'environnement, donc tant qu'à faire, s'ils sont sur Open Classroom, enfin pas sur Open Classroom, sur Google Classroom, je fais la même erreur que tout à l'heure. Le Hangout, et ben voilà, c'est bien. Et tant qu'à faire, Gmail qui va avec et les documents partagés. Ma première formation que j'ai fait quand enfin, on ne pouvait pas encore bénéficier de la plateforme Moodle à la région, je l'ai fait entièrement sur Google. Voilà. Depuis, l'AFPA a changé sa politique, donc on l'utilise de moins en moins. Mais c'est vrai que j'ai réussi à faire l'ensemble de la formation avec des sous-groupes, des hangouts, les documents qui étaient sur le Drive, une feuille de route. Donc j'avais construit une feuille de route sur un Google Slide sur lequel on retrouvait ce planning de journée avec des liens hypertextes qui renvoyaient vers le Drive sur tel et tel endroit pour aller chercher les exercices. Voilà. Ouais, vous Merci l'avez compris, Pascal. hein, l'organisation, c'est le maître mot hein, d'une formation à distance réussie. Hein, c'est organiser pour que les stagiaires ils aillent très facilement et très simplement vers les bonnes ressources du jour sans avoir à fouiller en fait dans tous les outils que vous aurez mis à ses dispositions. Il y a une question sur la plateforme qui est mise à disposition par la région. Peut-on bénéficier de la plateforme tout le temps que dure la pandémie? Oui, bien sûr, bien évidemment. Vous aurez la possibilité d'utiliser la plateforme sur cette durée-là, sachant qu'aujourd'hui, on n'a aucune idée de à quel moment ça se termine. Je pense qu'il n'y a aucune personne qui a cette information à ce stade. Autre question alors on a une question autour de la classe virtuelle. Alors, je ne sais pas si Pascal a répondu par écrit. Votre classe virtuelle, c'est quel outil? Alors, je ne sais pas si c'était adressé à Pascal, la question, ou c'est par rapport à cette classe virtuelle, l'outil qu'on utilise en ce moment même. Je me suis interrogée, Yvan Douenel. Donc, Pascal a répondu Blackboard. Par contre, celle qu'on utilise aujourd'hui, c'est WebEx. Oui, d'accord. Merci pour cette précision. Donc oui, pardon, ouais, Vas-y, Pascal, vas-y. On aborde ici le choix de la plateforme. Si vous en avez une et que vous avez l'habitude d'un outil, c'est ce qu'on a dit, utilisez-le. Et parce que voilà, c'est pas la peine d'aller chercher un autre outil. Il vaut mieux faire avec un outil qu'on maîtrise plutôt que d'aller chercher ailleurs. C'est vrai que plus on gagne en temps, plus on prend, plus le temps passe, plus je suis exigeant parce que plus j'ai envie qu'il y ait des fonctionnalités et une vraie solution de classe virtuelle qui sait faire le partage d'écran. Pas seulement le partage d'écran parce que partager son écran, ça demande de la bande passante. C'est-à-dire qu'on partage une image, c'est exactement comme de partager la vidéo, ça demande de la bande passante. Un outil comme WebEx ou comme Blackboard permet de télécharger ses présentations avant de faire sa classe virtuelle et en fait de plus avoir à partager son écran et du coup de partager uniquement le document. Et là du coup quand les jours où ça passe pas bien parce que tout le monde est en train de tirer sur la bande passante, et hop, je me mets en repli et je suis plus sur le partage d'écran. Blackboard fait des sous-groupes aussi. Je peux tout de suite envoyer les personnes travailler en sous-groupe à 2 ou 3 et les récupérer ensuite.
Donc c'est une vraie solution de classe virtuelle que va pas vous permettre de faire le Hangout ou que va pas vous permettre de faire Zoom par exemple. Oui, ou Starleaf. Voilà. Quoique maintenant, Zoom, ça a évolué. On peut faire des Oui, sous-classes. J'ai testé t'as ça ce testé. week-end. Voilà. Bon. Ah oui, personnellement. C'est vrai que sur les outils, vous allez peut-être être un peu frustré parce que pour nous, il était pas, quand on a préparé ça, il n'était pas d'accord. Il n'était pas question, pardon, de mettre en place une liste d'outils, un catalogue. Vous allez en trouver plein sur Internet. Hein. Vous tapez outils, classe virtuelle, webconférence sur Google ou sur un autre moteur de recherche. Vous allez en avoir plein. Vous allez avoir pléthore de listes de logiciels. Nous, on ne voulait pas vous noyer avec ça. On voulait voilà, plutôt vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne derrière. Comme outil de classe virtuelle, après, un petit conseil, choisissez pas le tout petit nouveau, tout petit que personne connaît. C'est peut-être pas une bonne idée. Allez plutôt vers les solutions un petit peu professionnelles qui sont là depuis longtemps, qui sont pérennes. On ne sait jamais trop ce que ça va donner, une toute petite solution. Peut-être qu'elle deviendra grande un jour, mais on ira la chercher quand elle sera grande. Mais voilà, pour limiter au maximum les soucis et avoir à votre disposition le plus d'outils et de fonctionnalités possibles dans votre trousse à outils, c'est bien de prendre quelque chose de professionnel, quelque chose qui existe depuis un petit moment. Pour Je vois qu'il y a ouais, compléter, vas-y, Stéphane, par Fatima. rapport à la classe virtuelle, et on va peut-être passer aux autres questions. Deux choses. La première, comme disait Pascal très justement, aller sur du professionnel, pas sur du gratuit, parce que dans la mesure du possible, investissez dans un outil qui est payant. Euh, on est sur des tarifs extrêmement abordables. Hein. On est sur du 30-40 euros par mois pour avoir une classe virtuelle type WebEx, par exemple. Je vous donne WebEx. Et deuxièmement, Stéphane disait qu'on n'a pas voulu donner une liste exhaustive parce qu'effectivement, la liste est longue. Mais en revanche, vous avez eu dans la notice qui a été délivrée par les équipes de la direction d'information, via Sigma, on vous a mis en annexe une sélection qu'on a faite nous en interne d'outils sur lesquels on garantit quand même un fonctionnement plutôt optimal. Un petit truc, moi j'utilisais les Hangouts avant, donc si j'ai pas une solution de classe virtuelle mais plutôt une solution de réunion, au lieu d'avoir la main levée, on mettait en place une charte en disant celui qui a une question il met un point d'interrogation dans le chat. Et comme ça, le formateur sait qu'il souhaite prendre la parole. Et voilà, du coup, il peut distribuer la parole comme ça, parce que c'est vrai que dans ces solutions de réunion, tout le monde peut ouvrir son micro n'importe quand, et il n'y a pas de modération. Donc il faut que les règles du jeu viennent pallier à ça. Mais il y a toujours des trucs à faire pour pouvoir bien fonctionner. Fatima, il y a une question sur le chat sur les heures financées. Oui, alors comment seront financées les heures réelles de cours en distanciel? Alors, car heures moindres en face à face via l'écran, mais plus en travail personnalisé à la maison pour les stagiaires et les formateurs par rapport aux heures prévues initialement en présentiel. Bon, la question arrive maintenant. On a eu également ce type de question hier. C'est une vraie inquiétude de la part des opérateurs. On a fait le choix, vous avez vu, hein, on a sorti une notice, un mode opératoire avant l'annonce du confinement du président de la République. On a souhaité au niveau des services de la région mettre en place un dispositif qui vous permette de facturer facilement auprès de la région. Donc, quelque chose de très simple. Donc, vous avez une feuille hebdomadaire dans laquelle le formateur va indiquer quel stagiaire était présent par demi-journée. Alors, tout est relatif. On est en FAD. En plus, dans une situation, on le dit, inédite. Donc, on sait que le temps, les durées ne sont pas les mêmes qu'en présentiel. Les conditions ne sont pas les mêmes. C'est à vous d'estimer, j'ai envie de vous dire, c'est à vous, organisme de formation, d'estimer si un stagiaire a réalisé le travail ou pas. Imaginons un stagiaire qui arrive, qui se lève le matin, qui se connaît, qui réalise ses activités très tôt le matin, avant d'attaquer les devoirs avec ses enfants, puis il va revenir en fin de matinée, puis il va travailler plus tôt le soir. Il faut compter présent ce stagiaire-là. En revanche, si vous voyez qu'un stagiaire décroche complètement de la formation parce qu'il est débordé, parce que l'organisation fait son organisation personnelle, ses équipements ne sont pas adaptés, il décroche, là, vous devez le compter absent. Donc, c'est vous qui estimez ce temps-là. On a conscience, nous, à la région, qu'on n'est pas sur du synchrone comme le présentiel, c'est-à-dire qu'on vous a donné une feuille de présence comme si c'était du synchrone, on a conscience parce qu'il a fallu vous communiquer rapidement
des outils pour que vous puissiez facturer facilement à la région. On a conscience de ça. Mais soyez tranquille là-dessus. Vous avez la possibilité de compter présent un stagiaire qui fait tout pour remettre les devoirs, qui est peut-être absent à certaines classes virtuelles parce qu'il a une vraie contrainte, il n'a pas la possibilité de se connecter. L'idée, c'est qu'à la classe virtuelle, tout le monde est là. Bon, ça, c'est le principe. Mais on voit bien que la situation est complexe. Donc, si vous voyez qu'à un moment donné, le stagiaire n'est peut-être pas là à la classe virtuelle, mais que quand même, en fin de journée, il vous rend les exercices, il a pris connaissance des cours, vous pouvez le compter présent. En revanche, si vous voyez qu'un stagiaire décroche entièrement, qu'il n'a vraiment pas donné signe de vie durant une journée entière, ou voilà, malgré les relances, malgré vos appels, là, vous devez compter absence au stagiaire. Voilà un peu le mode opératoire. Ça a été communiqué un peu de manière institutionnelle par notre direction aux têtes de réseau des organismes de formation, ça a été dit. Mais après, effectivement, tous les organismes de formation n'ont pas eu, j'imagine, cette information. Mais la région n'ira pas contrôler tous les états de connexion de tous les stagiaires. Rassurez-vous. Mais en revanche, bon, voilà, on compte sur votre responsabilité et pour effectivement tracer et indiquer qui est absent et qui est présent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bon, quelqu'un qui nous quitte. Moi, je pense qu'on a terminé, sauf s'il y a d'autres questions, des dernières questions auxquelles on pourrait répondre même oralement. Si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas. D'accord, je vous remercie. Merci à toutes et à tous d'avoir été là. Voilà, bon, vous avez mon adresse mail, hein, je l'ai marqué sur une diapo tout à l'heure, c'est stéphane.roux@laregion.fr. Donc, si vous êtes intéressé pour plus d'informations sur notre plateforme qu'on peut mettre gratuitement à disposition, ben, n'hésitez pas. Et si vous avez des questions suite à cette matinée, vous pouvez aussi me joindre. Je le redis, j'ai dit sur le chat, je ne sais pas si tout le monde l'a noté tout à l'heure, le PowerPoint que nous avons projeté ce matin, je vais vous l'envoyer là tout de suite. Je vais vous l'envoyer à toutes et à tous par mail. Oui, merci à tous pour votre attention sur ce webinaire, parce que oui, on était vraiment dans le webinaire là. Ouais, merci Pascal. Beaucoup. Merci beaucoup. Merci à Pascal. C'est un vrai plaisir, ça me rappelle les rencontres pyramides. Oui, c'est vrai. Ah voilà, tu entends clair, Pascal. Et oui, j'entends clair en plus. Merci à tous. Merci. Merci. Merci, au revoir. On vous enverra le PowerPoint. Il y a eu une question là-dessus. Stéphane a répondu. On vous enverra le support. Pas de souci. Et si Eliane veut faire parvenir des infos sur effectivement la carte mentale intégrée, voilà, je suis toujours en veille, donc avec plaisir. Ok, pas de souci. Merci, bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Merci, au revoir. Merci à vous, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci, bonne journée, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.